le soleil d'été inondait les immenses fenêtres de la propriété Carter d'une lumière dorée, se reflétant sur le sol en marbre et éclairant le vase en cristal étincelant au centre de la table de la salle à manger. Tout dans la maison respirait l'élégance, de la porcelaine fine à la douce musique classique en fond sonore. Emily Carter était assise à table, ses longs doigts enroulés autour d'une tasse de thé en porcelaine. Elle portait une douce robe lilas, ses cheveux noirs soigneusement attachés en arrière, des perles aux oreilles, l'image même du calme. Mais son regard, profond et pensif, fixait le vide au-delà de sa tasse. En face d'elle était assis Daniel Brooks, penché en avant avec un sourire en coin. « Je pensais peut-être à l'Italie pour notre lune de miel, » dit-il, une lueur d'excitation perçant dans sa voix. « Je sais que tu as dit un jour que tu aimais l'architecture ancienne. » Émilie cligna des yeux, se détournant de la pensée qui l'avait poussée. « L'Italie a l'air sympa, » dit-elle avec un sourire poli. « Ça va ?» demanda doucement Daniel en inclinant la tête. « Tu as été silencieux. » Elle hésita, puis força un autre sourire. Elle était simplement fatiguée. L'organisation du mariage, c'est beaucoup. Il a ri. « Parle-moi. » Ma mère m'appelle tous les jours à propos des courbes de position. Comme si les gens allaient se battre pour savoir qui sera le plus près de la table des desserts. Émilie eut un petit rire. Il était vraiment adorable. C'était le pire. Daniel était exactement le genre d'homme dont on disait qu'on avait de la chance d'avoir, loyal, gentil, patient. Il travaillait dans le développement associatif, se rendait dans des écoles défavorisées et n'oubliait jamais de lui ouvrir la portière de la voiture. Et pourtant, chaque fois qu'il lui touchait la main, elle ne ressentait rien. Chaque fois qu'il parlait de leur avenir, elle sentait les murs se refermer sur elle. Son père, Richard Carter, les avait présentés 6 mois plus tôt. Daniel était le fils d'un associé, d'une famille respectable et attachée à ses valeurs, comme aimait à le dire sa mère. Ce n'était pas un arrangement forcé. Mais cela ne lui avait pas semblé être un choix non plus. Vous seriez fait l'un pour l'autre, avait dit sa mère, Suzanne, lors d'un dîner, en posant une main manucurée sur celle d'Émilie. Vous êtes tous les deux éloquents, ambitieux. Et c'est un vrai gentleman. À l'époque, Émilie avait hoché la tête, souri. Elle avait dit qu'elle y réfléchirait. Et puis vinrent les dîners. Les roses. La demande en mariage. Avant qu'elle puisse reprendre son souffle, un diamant était à son doigt et une date s'affichait sur le calendrier. « Émilie, » dit Daniel d'une voix plus douce. « Tu es vraiment d'accord avec tout ça ? Le mariage, les projets, nous. » Sa gorge se serra. Bien sûr, elle avait menti. Pourquoi ne le serais-je pas ? Il lui prit la main par-dessus la table. Elle le laissa la prendre. « Je veux juste que tu sois heureuse, » dit-il. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Sa poitrine brûlait. Plus tard dans la soirée, elle se retrouva seule dans sa chambre, se regardant dans le miroir. Son reflet était impeccable, comme le genre de femme sur les couvertures des magazines de mariage. Mais plus elle regardait, plus elle avait l'impression de contempler une inconnue. Elle toucha la bague de fiançailles, la faisant tourner lentement autour de son doigt. Son téléphone vibra. Un message de Rachel. Rachel, 19h12. Comment va Monsieur Parfait ? Toujours en train de préparer le conte de fées ? Yeux qui roulent. Émilie soupira et répondit. Émilie, 19h13. Ouais. Il veut m'emmener en Italie maintenant. MDR. Rachel, 19h13. Mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que tu continues à le faire. Émilie hésita, les doigts sur le clavier. Émilie, 19h14. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Ma mère a déjà réservé une salle. Mon père fait comme si c'était une fusion. Rachel, 19h14. Ma fille, c'est ta vie. Ce n'était pas une réunion du conseil d'administration. Émilie jeta le téléphone sur le lit et s'assit à côté. Sa poitrine était parcourue d'un étrange chagrin, comme le deuil d'une vie qu'elle n'avait même pas eu la chance de vivre. Elle avait passé toute sa vie à être la fille parfaite. École privée. Récital de piano. Elle sourit poliment au collecteur de fonds. Elle a suivi le scénario, n'a jamais posé trop de questions. Mais maintenant. Elle avait l'impression que ce scénario l'étouffait. On frappa à la porte. « Entrez » cria-t-elle. Sa mère entra,
gracieuse comme toujours dans sa robe de soie et ses talons, même à la maison. Mon cœur, dit Suzanne avec un sourire chaleureux. Tu étais magnifique aujourd'hui avec Daniel. Il a tellement de chance. Émilie hocha la tête. Merci, maman. Suzanne s'approcha et écarta une mèche de cheveux du visage de sa fille. Je sais que tu as été sous pression ces derniers temps. Mais tout se met en place. Ton avenir est assuré. Assuré. Ce mot résonna dans la tête d'Émilie comme une porte de prison qui claquait. Maman, dit-elle doucement. Et si je ne suis pas prête? Le sourire de Suzanne s'estompa légèrement. Chérie, personne ne se sent jamais vraiment prêt. Le mariage est une question d'engagement. Pas de papillon. Vous y arriverez. Crois-moi. Émilie détourna le regard. Ce n'était pas une question de papillon. Il s'agissait de ne plus pouvoir respirer. Cette nuit-là, elle était allongée dans son lit, les yeux fixés au plafond. Daniel lui avait envoyé un émoji cœur. Elle n'avait pas répondu. Dans l'obscurité, une question traversa son esprit comme un lambattement de tambour. Et si je ne voulais pas de cette vie? Mais il n'y avait pas de place pour cette question, ni dans cette maison, ni dans sa famille, et certainement pas dans les pages de sa vie déjà écrites. Pourtant, au plus profond de soi, une graine de rébellion avait été semée. Et elle commençait à germer. Le café de la 8e rue sentait la cannelle et l'expresso, et il grouillait d'étudiants et de travailleurs indépendants tapant sur leurs ordinateurs portables. Émilie était assise dans un coin près de la fenêtre, remuant son latte au lait d'avoine sans même le boire. En face d'elle, Rachel se prélassait comme si elle était chez elle, lunettes de soleil surdimensionnées, jambes déchirées et un sourire sarcastique qui ne quittait pas son visage. « On dirait que tu n'as pas dormi depuis l'âge de pierre », dit Rachel en sirotant son café bien frais. Le stress du mariage me frappe à ce point. Émilie leva les yeux et esquissa un faible sourire. C'est comme si j'étais coincé dans un cauchemar auquel j'avais consenti. Rachel haussa un sourcil. Je ne peux toujours pas le dire à Daniel. Je ne peux pas. Émilie se pencha en arrière et se frotta les tempes. Tout le monde est tellement investi. Ma mère a déjà envoyé les dates de sécurité. Mon père a invité ses associés. Et Daniel, il planifie tout cet avenir dont je ne suis même pas sûr de vouloir. Rachel tapota sa tasse de ses ongles. Alors, annulez-les. Annulez le mariage. Ce n'est pas si simple. Si je me rétracte, je décevrai tout le monde. Daniel, mes parents, ses parents. Ce serait un suicide social. Rachel poussa un long soupir exagéré. Bon, c'était dramatique. Émilie la regarda. D'accord, Rachel céda. Alors, quel est ton plan? Tu ne peux pas juste épouser ce type et simuler des orgasmes indéfiniment. Émilie cligna des yeux. Waouh! Merci pour cette image. Rachel haussa les épaules. Je dis ça comme ça. Si tu n'es pas amoureux, ne le fais pas. L'amour n'est pas censé être une entrave. Émilie regarda par la fenêtre, la voix plus basse. Parfois, je me dis que la seule issue, c'est qu'un événement extrême se produise. Rachel se pencha, intriguée. Comme quoi? Une amnésie soudaine. Renversée par un bus? Un enlèvement extraterrestre. Émilie esquissa un sourire. Pas si extrême. Bon, et après? Tu vas simuler ta propre mort? Émilie rit doucement, puis s'arrêta. Une pensée lui traversa l'esprit. Elle hésita. Et si? J'étais trop malade pour me marier. Rachel cligna des yeux. Attends. Tu es sérieux? Émilie n'a pas répondu tout de suite. C'est dingue. Brillant, mais fou. Elle baissa les yeux sur ses mains. Si j'avais une excuse médicale, quelque chose qui me ferait gagner du temps, peut-être même définitivement. Je pourrais tout retarder sans en porter la responsabilité. Pas de scandale. Pas de culpabilité. Rachel se pencha lentement en arrière, les yeux plissés. Tu penses vraiment à ça? Émilie garda le silence. Puis elle murmura, si je ne pouvais plus marcher, il devrait annuler le mariage. Rachel resta bouche bée. Tu veux dire, paralysée? Temporairement. Juste le temps que tout disparaisse. Émilie. Tu veux simuler une paralysie?
C'est un crime fédéral dans un certain univers moral. J'ai juste besoin de quelques mois, dit Émilie d'une voix basse et pressante. Assez de temps pour que le mariage soit repoussé. Pour que Daniel repense à tout. Pour que je puisse respirer. Rachel laissa échapper un long soupir. Waouh. D'accord. C'est le niveau supérieur. J'admire l'engagement envers le chaos. Émilie ne rit pas. Rachel la fixa du regard. Tu es sérieuse? Je suis coincé, Rach. Il y eut un silence entre elles, de ce genre qui persiste quand une limite a été franchie, mais que personne ne veut admettre. Finalement, Rachel murmura, alors, comment ferais-tu? Cette nuit-là, Émilie resta sur son ordinateur portable jusqu'à 3 heures du matin, parcourant d'innombrables forums, études de cas médicaux et reconstitutions dramatiques de troubles neurologiques. Elle a appris la différence entre les lésions de la moelle épinière et les troubles convulsifs, la manière dont les symptômes devraient se manifester et le comportement des patients. Il fallait que le traumatisme soit crédible, juste assez pour effrayer tout le monde, mais pas au point que la guérison paraisse impossible. Elle a opté pour le scénario d'une chute dans les escaliers. C'était dramatique, soudain, inexplicable. Une mauvaise chute et une paralysie temporaire pouvaient tout à fait s'ensuivre. Elle avait mémorisé la terminologie. Déficit neurologique. Altération de la fonction motrice. Traumatisme médulaire sans fracture. Elle rejouait mentalement la chute, encore et encore. Les pieds glissaient, les bras s'agitaient. Un coup de tête juste comme il faut. Rien de fatal, juste ce qu'il faut. 3 nuits plus tard, alors que la maison était silencieuse et que Daniel était sorti leur chercher un dessert tard le soir, elle se tenait en haut du grand escalier, pieds nus dans une robe de chambre nauséabonde. Ses mains tremblaient. Un faux pas, un atterrissage raté, et ce ne serait plus du faux. Elle ferma les yeux. C'est pour la liberté, murmura-t-elle. Puis elle hurla. Et se laissa tomber. Daniel laissa tomber la boîte de pâtisserie en la voyant allongée au pied de l'escalier. Émilie. Son corps était inerte, ses yeux fermés. Quand elle les ouvrit, elle gémit faiblement, comme d'habitude. Je ne sens plus mes jambes. Il était déjà au téléphone avec les secours. L'oreille était un mélange confus de lumière, de fils et de voix. Émilie était allongée, immobile, sur son lit d'hôpital, essayant de se souvenir de chaque détail de l'acte. La panique dans la voix de Daniel était réelle. Il n'avait pas cessé de lui tenir la main pendant tout le trajet en ambulance. Elle pouvait à peine le regarder. Après une batterie d'examens et de scanners, le neurologue entra, l'air sombre. Il ne semble pas y avoir de fracture vertébrale, a-t-il précisé. Cependant, on observe des signes de traumatisme des tissus mous et un gonflement près des vertèbres inférieures. Sa perte de mobilité pourrait être due à une compression nerveuse temporaire. Daniel avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Depuis combien de temps, demanda-t-il. Le médecin soupira. C'est difficile à dire. Ça pourrait prendre des semaines. Ça pourrait être plus long. On va lui faire suivre une rééducation immédiatement. Émilie ferma les yeux et murmura, « Je suis désolé. » Daniel se pencha et l'embrassa sur le front. « Ne le soyez pas. Nous y arriverons. Ensemble. » Le mariage a été reporté le lendemain. Les appels ont afflué, famille, amis, organisateurs. Sa mère a pleuré à chaudes larmes. Son père était inquiet, mais plus concentré sur les communiqués de presse. Daniel s'installa dans la maison de charretier pour prendre soin d'elle. Il cuisinait, lui massait les bras et poussait son fauteuil roulant dans le jardin tous les soirs. Tout le monde n'arrêtait pas de dire qu'il était un homme magnifique. Un fiancé dévoué. Un héros. Une Émilie. Elle restait assise en silence, le laissant la chérir, dissimulant sa culpabilité derrière une expression vide. Au fond d'elle-même, elle avait l'impression d'avoir ouvert une cage. Mais au lieu de voler librement, elle se demandait si elle ne s'était pas enfermée dans une situation pire. Les premiers jours après la chute lui parurent comme un rêve au ralenti. Le monde tournait autour d'Émilie comme un doux flou, infirmière, visiteur, fleurs s'accumulant sur une table de chevet, et Daniel à portée de main. « Ça va, ma belle ?» demandait-il chaque matin en lui repoussant les cheveux en arrière de ses doigts délicats. Elle souriait toujours. Juste fatiguée. Elle s'adaptait encore. En réalité, elle s'adaptait mieux que prévu, car elle n'était pas vraiment malade.
Dans le miroir, elle se surprenait parfois à se tenir dans des positions étranges en se brossant les dents ou à bouger ses jambes sous la couverture sans réfléchir. Elle devait être prudente maintenant, constamment. Un seul sommeil pouvait tout bouleverser. 3 semaines plus tard, elle sortit de l'hôpital. Un fauteuil roulant de location est arrivé à la maison le lendemain matin, accompagné d'une kinésithérapeute privée nommée Clara, engagée par Daniel lui-même. « On y va doucement », a dit Clara lors de sa première visite. L'objectif est de stimuler les nerfs sans forcer. Émilie hocha la tête solennellement, jetant un rapide coup d'œil à Daniel qui se tenait à proximité, les bras croisés, l'inquiétude lisant sur son visage. « Je ferai de mon mieux, » dit Émilie. « Même si je ne ressens pas grand-chose. » Au début, c'était facile. Elle roulait dans la maison avec une grâce experte. Ses jambes restaient parfaitement immobiles. Elle portait des vêtements amples pour éviter tout mouvement accidentel. Mais petit à petit, quelque chose d'étrange commença à se produire. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit libre. Pas d'essayage de robe. Pas de dégustation de menu. Pas de cérémonie nuptiale. Tout le monde marchait désormais sur la pointe des pieds autour d'elle. Elle pouvait annuler des événements, ignorer des appels, et même rejeter les avis de sa mère sans la juger. Ses parents marchaient sur des œufs. Rachel est arrivée avec du café et m'a murmuré des choses comme « honnêtement. Tu es radieux. » Même Daniel avait changé. Il cuisinait, faisait le ménage, lui faisait couler le bain, lui achetait ses chocolats préférés. Chaque fois qu'elle plongeait son regard dans ses yeux bruns et chaleureux, la culpabilité la poignardait davantage, mais le soulagement aussi. Puis vint la première erreur. C'est arrivé dans le jardin. Émilie était assise sous un magnolia, un livre sur les genoux, lorsqu'une abeille s'est approchée trop près de son visage. Elle a sursauté et, instinctivement, son pied s'est déplacé sur le côté. Daniel, qui observait les fleurs à quelques mètres de là, se figea en plein jet. Il baissa les yeux vers son pied, puis leva les yeux vers elle. « Tu as simplement bougé. » Émilie cligna des yeux. « Quoi ? Ton pied ?» Il tressaillit. Elle déglutit, gardant son calme. « Je n'ai rien ressenti. » Il la fixa encore une seconde, puis hocha lentement la tête. « C'était peut-être bon signe. Peut-être que tu guéris. » Elle força un sourire. « Ouais, peut-être. » Mais lorsqu'il se détourna, une lueur de suspicion passa dans ses yeux. La semaine suivante, il en reparla. Il regardait un film dans le salon, ou plutôt, c'était lui. Émilie était trop occupée à faire semblant de ne pas sentir la couverture glisser lentement de son genou. « J'ai réfléchi, » dit-il sans la regarder. « Tu n'as pas eu beaucoup de douleur ces derniers temps. » « Non, » dit-elle prudemment, juste le même engourdissement. Il se tourna vers elle. « Et tu es sûr qu'il n'y a aucune sensation dans aucune jambe ? » « Rien du tout ? » « Daniel, » dit-elle en riant doucement. « Tu me testes ? » « Bien sûr que non. Je veux juste comprendre. Le médecin a dit qu'il pourrait y avoir une période de convalescence. » Elle a haussé les épaules. « Si ça arrive, tu seras la première à le savoir. » Il hocha la tête, mais ne sourit pas. Cette nuit-là, elle le surprit à regarder ses pieds tandis qu'elle somnolait sur le canapé, comme si elle attendait qu'il bouge à nouveau. Émilie commença à se sentir comme une fugitive dans sa propre maison. Elle était devenue hyper consciente de chaque respiration, de chaque mouvement musculaire. La pression de maintenir l'illusion s'intensifiait d'heure en heure. Un matin, elle oublia de verrouiller la porte de la salle de bain et se leva sans réfléchir, juste au moment où Daniel frappa et entr'ouvrit la porte. Elle retomba aussitôt, le cœur battant. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Bon », elle a crié trop vite. « Donne-moi juste une minute. » Il y a eu un silence. Puis il s'éloigna. Ce soir-là, elle trouva une brochure sur la table de nuit, « Vivre avec un handicap, soutien aux survivants d'un traumatisme médulaire. » Et en dessous, un post-it. « Je voulais juste comprendre. » Elle fixa le post-it un long moment. Les jours passèrent. Clara remarqua que les progrès d'Émilie étaient minimes mais réguliers. « Je ne veux pas trop insister, » dit doucement Clara. « Tu sembles tendue ces derniers temps. Ça va ?» Émilie hocha la tête, n'osant pas parler. Daniel était devenu plus silencieux. Plus distant, mais plus observateur. Il l'observait désormais, non pas avec inquiétude,
mais avec curiosité. Son amour s'était transformé en quelque chose d'autre, de plus froid. Elle le sentait. Une nuit, il demanda à dormir dans la chambre d'Amy. « Tu t'agites beaucoup, dit-il. » Je ne voulais pas te déranger. Mais Émilie a démasqué le mensonge. Il ne lui faisait plus confiance. Rachel est passée le lendemain avec un latte glacé frais et la même insouciance. Il soupçonne Émilie d'avoir murmuré quelque chose alors qu'ils étaient assis près de la cheminée. Rachel sirota sa boisson et fronça les sourcils. « Bien sûr que oui. Tu joues à la maison en fauteuil roulant depuis plus d'un mois. Je suis étonné que tu n'aies pas trébuché plus tôt. » Émilie se frotta le visage. Et s'il préparait quelque chose? Rachel se pencha. Alors, il faut le devancer. Concluez. Mettez fin à l'engagement. Dites que vous avez besoin de temps. Tu prétends que c'est trop stressant. Je ne peux pas m'en aller maintenant. Tu n'auras peut-être pas cette chance s'il te dénonce en premier. Émilie fixait les flammes. Le plan avait fonctionné, en quelque sorte. Mais maintenant, les murs se refermaient sous un autre angle. Et Daniel? Daniel ne la regardait plus comme l'amour de sa vie. Il la regardait comme une étrangère qu'il essayait de résoudre. Ce soir-là, alors qu'Émilie se dirigeait vers la cuisine en fauteuil roulant, elle entendit la voix de Daniel depuis l'autre pièce. Il était au téléphone. « Non, je ne l'accuse pas, » dit-il d'une voix basse et tendue. « J'ai juste besoin d'un deuxième avis. Quelqu'un qui comprend les comportements traumatiques. » Les symptômes ne collent pas. Son sang se glaça. Il parlait à quelqu'un, peut-être à un médecin, peut-être à un thérapeute, peut-être même à l'hôpital. Elle s'éloigna de la cuisine, les mains tremblantes sur le volant. Le jeu avait changé. Il n'était plus un simple fan. Il observait. Et Émilie réalisa, peut-être pour la première fois, qu'elle n'avait plus le contrôle. Ashley Monroe arriva un mardi matin nuageux avec un presse-papier, un stéthoscope et une queue de cheval qui flottait avec détermination. Âgée de 26 ans, l'œil vif et l'intuition profonde, elle avait été envoyée par l'agence de soins à domicile pour accompagner Émilie dans sa thérapie pendant les vacances de Clara. Daniel l'accueillit à la porte. Elle est un peu susceptible avec les nouveaux venus, prévint-il en faisant entrer Ashley. Ashley sourit poliment. Je suis doué pour lire entre les lignes. Daniel ricana sèchement, mais sans humour. Émilie était dans la véranda, faisant semblant de feuilleter un magazine quand ils entrèrent. Elle leva les yeux avec ce sourire chaleureux mais répété qu'elle avait perfectionné au cours du mois précédent. Un nouveau visage, dit-elle. Salut, Émilie, dit Ashley d'un ton enjoué, s'approchant et lui offrant une poignée de main ferme. Je m'appelle Ashley. Je t'assisterai pour tes séances de thérapie pendant l'absence de Clara. La main d'Émilie resta inerte dans celle d'Ashley une demi-seconde de trop avant qu'elle ne réponde, enchantée. Ashley laissa échapper une hésitation, subtile, mais bien présente. Elle remarqua aussi la position du pied d'Émilie, légèrement fléchie, et non l'affaissement passif qui accompagne une véritable paralysie. Intéressant. Leur première séance fut calme. Ashley posait des questions de routine, prenait des notes, observait. « Comment va ta douleur aujourd'hui » demanda-t-elle doucement. Émilie expira. Toujours engourdie. De la taille aux pieds. Ashley tapota son stylo contre son bloc-notes. Des picotements, des spasmes, une pression? Non. Rien. Ashley hocha la tête, mais ne détourna pas le regard. On fera des tests de réflexe demain. Le sourire d'Émilie s'estompa. Bien sûr. Ce soir-là, Ashley resta tard pour ranger quelques fournitures dans la salle de consultation à domicile. La maison était généralement silencieuse et, depuis sa place dans le couloir, elle entendait le fauteuil roulant d'Émilie grincer tandis qu'elle se dirigeait vers la cuisine. Et puis, le silence. Quelques secondes passèrent. Puis, de faibles pas. Ashley jeta un coup d'œil au coin de la pièce. Émilie était debout. Pas complètement, juste appuyée contre le comptoir, une main appuyée sur le granit tandis qu'elle cherchait dans un placard au-dessus. Son équilibre était stable. Maîtrisé. Le pouls d'Ashley s'accélérait. Elle regarda, stupéfaite, Émilie prendre un pot de thé, se réinstaller prudemment dans son fauteuil roulant et retourner dans le couloir comme si de rien n'était. La fille faisait semblant. Ashley attendit le lendemain après-midi pour le dire à Daniel.
Ils étaient assis sur la terrasse, la lumière du soleil filtrait à travers la cime des arbres. Émilie dormait à l'intérieur, ou du moins faisait semblant. Ashley parlait à voix basse. Je l'ai vu debout hier soir. Daniel n'a pas réagi au début. Il regardait droit devant lui, clignant lentement des yeux. Penché ou debout. Elle avait une main sur le comptoir, mais les deux pieds à plat au sol. Elle était en équilibre. Elle tendit la main, utilisa ses jambes pour cela. Puis se rassit comme d'habitude. La mâchoire de Daniel se crispa. Tu es sûr? Ashley hocha la tête. Je ne viendrais pas te voir si je ne l'étais pas. Il se frotta le visage, les yeux fermés un long moment. Je me doutais de quelque chose, admit-il doucement. De petites choses. 2 mouvements. Des réactions qu'elle n'aurait pas dû avoir. Alors pourquoi ne l'as-tu pas confrontée? Soupira Daniel. Et si j'avais tort? Et si je l'accusais et que c'était vrai? Ashley l'observa un instant. Tu l'aimes toujours? Je croyais que oui, dit-il après une pause. Mais maintenant je ne sais plus qui je regarde. Ashley se pencha en avant. Voyons voir. Le lendemain, Ashley suggéra une nouvelle méthode thérapeutique. Nous utiliserons un appareil de stimulation musculaire, expliqua-t-elle à Émilie. S'il y a une connexion entre ton cerveau et tes muscles, on verra une réaction. Émilie se raidit. Est-ce nécessaire? Complètement facultatif, dit gentiment Ashley. Mais cela pourrait être bénéfique pour ton rétablissement. Daniel se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Il observa attentivement Émilie hésiter, puis finalement dire « Ok. Essayons ». Ashley appliqua délicatement les coussinets sur ses cuisses et ses mollets. « Détends-toi », dit-elle en allumant le petit appareil. L'appareil émit un léger bip. Une légère impulsion parcourut les muscles d'Émilie. Ashley fixa l'écran. Il y eut une réponse. Pas beaucoup, mais suffisante pour prouver une activité. Émilie jeta un coup d'œil à l'écran. C'est bon? Ashley sourit légèrement. C'est déjà ça. Daniel resta silencieux pendant tout ce temps. Mais ses yeux ne quittèrent jamais Émilie des yeux. Plus tard dans la soirée, alors qu'Ashley s'apprêtait à partir, Daniel la surprit à la porte. Elle a peur, dit-il. Ashley haussa un sourcil. De quoi? D'être vue. Il y eut un long silence entre eux. Ashley finit par demander, « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Daniel regarda dans le couloir, en direction d'Émilie qui fredonnait faiblement depuis le salon. « Je ne sais pas, dit-il. Mais je veux être absolument sûr avant de faire quoi que ce soit. » Ashley a croisé les bras. Ensuite, on la teste. Le lendemain, Ashley apporta une petite caméra vidéo sous prétexte d'évaluer sa posture. « J'aimerais enregistrer cette séance, dit-elle à Émilie. Pour la montrer à Clara plus tard et avoir son avis sur ton tonus musculaire. » Émilie hésita, son regard se tournant vers Daniel. « Ça te va ?» lui demanda-t-elle. Daniel hocha prudemment la tête. « Si ça peut t'aider, » sourit Émilie. « Alors, d'accord. » Ashley appuya sur « Enregistrer ». La séance se déroula normalement, principalement des étirements et des tests de mobilité. Émilie ne faiblit pas une seule fois. Mais 2 heures plus tard, alors qu'elle pensait que le calme était revenu dans la maison, Émilie se glissa dans la salle de bain en marchant. Ashley capta les images de la caméra qu'elle avait laissées par erreur, face au couloir. Elles étaient là. Claires comme le jour. Émilie, parfaitement droite, ajuste sa robe et se coiffe devant le miroir. Elle ne boite pas. Aucune hésitation. Juste un équilibre parfait. Ashley montra le clip à Daniel en silence. Il resta silencieux pendant près d'1 minute. Lorsqu'il releva enfin les yeux, son visage exprimait une tempête de trahison, de douleur et d'incrédulité. « Elle a menti », dit-il doucement. « À tous. » Ashley hocha la tête. « Que voulez-vous faire ?» La voix de Daniel était basse. Froid. « Je veux la vérité. » Daniel fixa le moniteur du couloir longtemps après la fin de la vidéo, les mains jointes de chaque côté du bureau. Elle était là, Émilie, riant, tournoyant pieds nus dans le salon, sa robe flottant derrière elle comme un ruban négligé. Pas une claudication. Pas une grimace. Pas une once de paralysie. Et Rachel,
allongé sur le canapé avec un verre de vin, claquait comme s'il venait de commettre le casse du siècle. Daniel rembobina l'enregistrement, la mâchoire serrée. « Je crois que j'ai enfin échappé à ce foutu mariage », avait dit Émilie, en se retournant comme si elle était dans une comédie romantique, et non comme quelqu'un simulant un traumatisme neurologique. « Rachel, rappelle-moi encore qui mérite un Oscar. » Émilie, souriante, « S'il te plaît. » J'avais déjà écrit mon discours de remerciement. Daniel expira bruyamment par le nez. Il se renversa dans son fauteuil, stupéfait de la facilité avec laquelle elle les avait tous dupés. Non, il l'avait trompé. L'homme qui l'embrassait sur le front chaque matin, qui lui donnait à la petite cuillère de la soupe, des eaux et de l'eau du bain, exactement comme elle l'aimait. Il avait cru tous les mensonges qu'elle lui avait murmurés, les lèvres tremblantes. Il avait cru en eux. Le plan était simple, faire semblant de partir en voyage d'affaires. Juste un week-end. Assez de temps pour qu'elle cesse de faire semblant si elle pensait que la maison était vide. Il l'avait embrassée sur la joue ce matin-là. « Je déteste te laisser comme ça », murmura-t-il. Émilie lui prit le visage entre ses mains. « Vas-y. Ça ira. Ashley est là demain de toute façon. Je t'appellerai tous les soirs. »« Tu ferais mieux », sourit-elle, les yeux brillants. Elle lui fit un signe de la main tandis qu'il s'éloignait, mais elle ignorait que Daniel avait rebroussé chemin et était rentré par la suite d'amis, à l'arrière, où il avait déjà installé sa boutique. Ashley avait aidé à installer la caméra 2 jours plus tôt, minuscule, sans fil, nichée au cœur d'une couronne de fleurs au-dessus de la cheminée. Angle parfait. Mise en scène parfaite. Et maintenant, le chagrin parfait. Quelques heures après qu'Émilie eut pensé qu'il était parti, elle s'était rendue au salon en fauteuil roulant, s'était levée, s'était étirée, puis avait ri. À haute voix. Libre. Daniel la regardait se déplacer dans la maison comme une danseuse retournant sur scène. À un moment, elle joua même de la musique. Du jazz doux. Elle tournoyait lentement, se déhanchant, fredonnant. Il l'observait depuis l'ombre de la chambre d'amis, parfaitement immobile, tel un volcan en camisole de force. Le lendemain matin, ce fut pire. Elle a discuté en vidéo avec Rachel depuis la table à manger, sirotant son café comme une reine se prélassant dans de la soie volée. Il a complètement gobé, a-t-elle murmuré en claquant la langue. J'ai même remué un orteil pour l'effet. J'aurais dû voir sa tête. Émilie. Rachel renifla. Quoi? Ce n'est pas comme si j'avais demandé à être la princesse de la pitié de quelqu'un. Il est tellement bon tout le temps. Genre, une patience affreuse. Je n'ai pas besoin d'une nourrice. J'ai besoin de liberté. Daniel mit la vidéo sur pause, la nausée lui montant à la gorge. Il l'avait aimée de tout son être. Et maintenant, elle parlait de lui comme d'un imbécile en laisse. Cette nuit-là, Daniel ne dormit pas. Il était assis dans le noir, téléphone éteint, ordinateur ouvert, observant chaque instant enregistré, rembobinant chaque mensonge jusqu'à ce que la vérité soit plus tranchante. Il la vit simuler de faux spasmes aux jambes à l'arrivée d'Ashley. Il l'a vu glisser sur ses talons juste avant l'arrivée du thérapeute. Il l'a vu lire des brochures médicales en privé, puis feindre la confusion face à des termes en public. Tout était calculé. Et pourtant, elle était toujours la femme avec laquelle il avait cru passer l'éternité. C'était là le plus douloureux. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut le dimanche matin. Émilie se versa un jus d'orange et marcha en zigzag nonchalant vers la cuisine, vêtue de son short de pyjama. Elle prit son téléphone et dit, « Je vais peut-être lui dire que je vais mieux bientôt. Tu sais, il faut attendre un peu. Fais comme si je guérissais miraculeusement. Comme ça, je pourrais quand même jouer les héros et m'échapper. Rachel, mon Dieu, tu es tellement tordue. Émilie, je suis débrouillarde. » Elle leva son verre comme pour porter un toast. Daniel ferma doucement l'ordinateur. Ses mains tremblaient. Quand Émilie entra dans le salon ce soir-là, elle ne remarqua pas l'absence de l'appareil photo. Daniel l'avait enlevé. Elle ignorait son retour. Il s'assura de rester caché. Il attendait. Ce soir-là, elle l'appela. Il décrocha d'un ton posé. « Et, dit-elle doucement. Comment est l'hôtel ? » Calme, répondit-il. Comment se passe la thérapie ? Toujours difficile. Ashley dit que je fais trop d'efforts. Daniel fredonnait.
Je reviens demain. J'ai hâte de te voir. Tu me manques, dit-elle, et il pouvait presque entendre le sourire derrière le mensonge. Tu me manques aussi, répondit-il, esquissant déjà la confrontation dans sa tête. Au matin, il avait un plan. Il ne crierait pas. Il ne se mettrait pas en colère. Elle s'attendrait à un drame. Mais il lui dirait la vérité comme un scalpel, nette, silencieuse et indéniable. Daniel rentra à la maison cet après-midi-là, son sac de sport sur l'épaule. Émilie roula pour l'accueillir dans le couloir, emmitouflée dans un pull douillet, une profonde vulnérabilité parfaitement gravée dans son expression. « Tu es en avance » dit-elle d'une voix légère. « Tu m'as manqué » dit-il simplement. Elle rougit. « Je me reposais juste. Un thé. En fait, j'aimerais bien discuter. » Ses yeux vacillèrent. Il fit un geste vers le canapé. « Viens t'asseoir. » Émilie hésita, mais acquiesça. Elle s'approcha, emportant ses affaires à côté de lui. Daniel posa son téléphone, face contre terre, sur la table basse. Le silence s'éternisa. Émilie le rompit la première. Quelque chose n'allait pas. Daniel la regarda longuement. « Je t'ai vu. » Émilie cligna des yeux. « Quoi ? Je ne suis jamais parti. » Son visage avait perdu ses couleurs. « Je suis là. Tout le week-end. » Je ne sais pas, Daniel. Je t'ai vu marcher. Je t'ai vu danser. Je t'ai entendu dire que tu échapperais à ce foutu mariage. Sa bouche s'ouvrit. Se referma. Il se pencha en avant, la voix froide et combative. Dis-moi, Émilie. Est-ce que tout cela était réel ? Le dimanche après-midi arriva comme un rideau de scène levé. La résidence Carter bourdonnait d'une anticipation silencieuse. Les deux familles s'étaient réunies dans le salon. Les Carter, guindés et parfaitement posés. Les Brooks, chaleureux et les yeux écarquillés d'espoir. On nous a dit la même chose. Émilie a fait des progrès incroyables. Nous avons quelque chose à vous montrer. Madame Carter s'essuyait déjà les yeux, prenant le ton de Daniel pour du triomphe. Oh, mon bébé, murmura-t-elle. Elle va remarcher. Rachel se tenait dans un coin, les bras croisés, dans un silence suspect. Et puis il y avait Émilie, portée au centre de la pièce par Daniel lui-même. Elle portait un pull bleu pâle et affichait une expression de douceur bien rodée. La salle applaudit. « Oh, mon cœur !» s'exclama Madame Brooks. « Nous sommes si fiers de toi. » Émilie sourit timidement. « J'ai fait tellement d'efforts, » dit-elle doucement, jouant son rôle à la perfection. Daniel s'approcha de la télé et appuya sur la télécommande. « Je voulais que vous voyiez tous le chemin parcouru, » dit-il d'une voix ferme, indéchiffrable. « C'est inspirant. » Émilie cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle le toisa. L'écran s'anima. Ce n'était pas une vidéo de désintoxication. C'était elle. Émilie, riant, pieds nus, dansant au rythme du jazz dans le salon, parfaitement droite. Le gaz explosa dans la pièce comme du verre brisé. Rachel fit un pas brusque en avant. « Daniel. »« Non, » dit-il sans la regarder. À l'écran, Émilie tournoya de nouveau, puis dit avec un sourire, « Je crois que j'ai enfin échappé à ce satané mariage. » Le silence fut instantané. Madame Carter resta bouche bée, horrifiée. Monsieur Brooks s'enfonça lentement dans le fauteuil. Les mains d'Émilie agrippèrent les accoudoirs du fauteuil. « Au revoir. Je peux vous expliquer. » Plus de séquences ont été tournées. Émilie discute avec Rachel. Il a complètement craqué. J'ai même remué un orteil pour faire un effet. J'aurais dû voir son visage. Le visage de Rachel devint pâle comme un fantôme. Émilie se tourna vers elle. « Ne reste pas planté là, dis quelque chose. » Mais Rachel recula. Daniel mit la vidéo en pause. Il se tourna vers la pièce et, pendant un long moment, personne ne dit un mot. Puis est-ce que c'est réel ? Demanda Madame Carter, les yeux écarquillés. Émilie. Émilie regarda autour d'elle, prisonnière d'un projecteur qu'elle ne pouvait tamiser. Je me sentais étouffé. Personne ne m'a demandé ce que je voulais. Vous avez tous planifié ma vie sans moi. Alors vous avez simulé une paralysie. Madame Brooks dit, la voix tremblante.
vous avez menti à cette famille. À notre fils. Maman, s'il te plaît. Tu l'as obligé à annuler un mariage, à manquer le travail, à se faire du souci. Je ne voulais pas épouser quelqu'un par obligation. Émilie cria, se levant sans réfléchir. Un halètement résonna dans la pièce. Trop tard. Madame Carter s'assit lentement, les yeux humides de confusion. Toi, tu as marché, murmura-t-elle. Oh, mon Dieu. Émilie cligna des yeux, réalisant son erreur trop tard. Non, je arrête, dit Daniel. Tout le monde se tourna vers lui. Son visage était indéchiffrable. Calme. Immobile. Froid. Je t'en prie, parle-moi, dit-il. Pas une seule fois. Pas 2 fois. Mais tous les jours. Daniel. Tu aurais pu me dire que tu te sentais piégé. Tu aurais pu dire non. Mais au lieu de ça, tu m'as obligé à te regarder faire semblant de souffrir. Tu as fait croire à tout le monde que tu étais brisé. Je l'étais, rétorqua Émilie. Mais pas comme tu le penses. Un peu. Daniel la fixait, les yeux fatigués. Et ça justifie de briser tout le monde. Rachel s'avança enfin. Bon, écoute, on est en train de tout gâcher. Arrête, Daniel est pris au piège. Tu l'as poussé. Tu as plaisanté à ce sujet. Tu as ri. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être une femme sans choix, rétorqua Rachel. Et tu ne sais pas ce que c'est que d'aimer quelqu'un qui manipule ton empathie. Rachel recula. Émilie se tourna vers lui, désespérée. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Mais c'est arrivé. Madame Brooke se leva soudain. Daniel, on y va. Tu n'as pas besoin de rester ici une seconde de plus. Je n'ai pas fini, dit-il doucement. Il s'approcha d'Émilie. Elle leva les yeux vers lui, pleine d'espoir, peut-être même un peu ennuyée, comme si elle avait encore une chance de régler le problème par une excuse astucieuse. Mais Daniel ne l'a pas touché. Il n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il s'agenouilla lentement près du fauteuil roulant. Je me trouvais à la hauteur de la femme qu'il avait un jour rêvé d'épouser. Je t'aimais, dit-il doucement. Avec tout ce que j'avais. Même quand tu avais froid. Même quand tu reculais. Je pensais que peut-être, un jour, tu me laisserais entrer. Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie. Je ne savais pas comment. Il n'était pas nécessaire d'être parfait. Il suffisait d'être honnête. La pièce était plongée dans un silence de mort. Il se leva. Il se dirigea vers la porte. Émilie cria une fois, la voix brisée. Daniel, attends. Il se retourna, une seule fois. Et dit d'une voix basse et définitive. Je t'aurais aimé, Émilie, si tu étais restée à mes côtés. Il sortit. La porte se referma derrière lui comme la fin d'un chapitre, nette, définitive et retentissante. Les conséquences ne furent pas immédiates. Elles furent pires. Elles s'infiltrèrent comme un courant d'air froid sous une porte verrouillée, silencieuse, invisible et irrépressible. En une semaine, Émilie Carter était devenue cette fille. Celle qui simulait la paralysie. Celle qui humiliait son fiancé devant 2 familles. Celle qui en a ri devant la caméra. Son nom n'a pas été murmuré dans son dos. Il a été crié sur Internet. Hashtag, mariage en fauteuil roulant. Hashtag, fait semblant, Émilie. Hashtag, Oscar revient à Émilie. Son père l'a renié le 3e jour. Tu as tout gâché, avait-il craché en avalant son verre de scotch. Les Carter ne sont pas des arnaqueurs. Sors. Sa mère ne croisa même pas son regard tandis que le chauffeur chargeait ses affaires dans un Uber. La maison des Carter, cette propriété immaculée avec ses sols en marbre et ses dîners sans émotion, devint un lieu où elle ne pourrait plus jamais retourner. Rachel. Partie. Plus suivie. Injoignable. Dès que la réaction a éclaté, Rachel a supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux et a fait le ghosting de tout le monde. Quelle lâche! Et Daniel. Silence. Elle a envoyé un texto. Appelé. Laissé des mémos vocaux. Envoyé des emails qui ont été lus, puis supprimés. Bloqué. Surtout. Et elle ne pouvait même pas lui en vouloir.
L'appartement dans lequel elle avait emménagé était une boîte à chaussures, avec des tuyaux bruyants, une lumière de cuisine vacillante et une moquette tachée. L'ancienne, elle, aurait hurlé. Il savait qu'elle était assise au bord du lit affaissé, les yeux fixés dans le vide pendant des heures. Chaque gros titre de tabloïd résonnait dans son crâne. Une imposture, un stratagème mondain dévoilé lors d'une réunion de famille. Le silence de pierre de Daniel Brox, je l'aurais adoré. Mais il n'avait pas rompu le silence. Pas une seule fois. Cette phrase. C'est tout ce qu'elle a eu. 2 semaines plus tard, elle a commencé une thérapie. Ce n'était pas noble. C'était du désespoir. Une ultime tentative pour ne pas s'effondrer complètement. Sa thérapeute, le docteur Elena Price, était une femme d'une 40aine d'années, très conciliante, et totalement indifférente aux larmes de crocodile. Alors, elle a commencé lors de leur première séance, tandis que moi, Emily, je restais assise, raide. Ce n'était pas un mensonge. Si. Le docteur Price haussa un sourcil. Une performance, admit Emily. Je ne voulais pas de la vie dans laquelle on me forçait. Alors tu l'as détruit. Emily a fait taire les autres. À la 3e séance, Emily a finalement craqué. Je ne détestais pas Daniel, murmura-t-elle. Il était gentil. Gentil. Le genre d'homme qui vous donnerait tout son univers sans que vous le demandiez. Et ça vous effrayait. Je ne savais pas quoi en faire. Je ne savais pas comment être aimé comme ça. Le docteur Price acquiesça. Alors tu as fait en sorte qu'il ne le soit pas. Pour s'occuper, Emily a commencé à faire du bénévolat à l'hôpital local. Ironie, peut-être. Ou punition. Elle n'en était pas sûre. Au début, elle se contentait d'empiler des porte-blocs, de distribuer des gobelets d'eau, de sourire aux patients qui la regardaient trop longtemps. Mais ensuite, elle eut de la place pour 12. Une adolescente nommée Eva. Paralysée jusqu'à la taille suite à un accident de voiture. 17 ans. La langue acérée. Et pas du tout impressionnée par Emily. Tu sais que tout le monde te déteste ici, pas vrai? Avait dit Eva sans détour lors de leur première rencontre. Emily cligna des yeux. Je m'en doutais. Tu as simulé ce que j'avais réellement. Je sais. Silence. Puis Eva haussa les épaules. Super. Au moins, tu ne fais plus semblant. À partir de là, ils ont commencé à parler. Lentement. Prudemment. Livres, musique, regrets. Celle d'Eva était profonde. Celle d'Emily était superficielle. Mais cela a changé avec le temps. Un après-midi pluvieux, après avoir aidé Eva à rédiger une dissertation pour une bourse d'études, Emily s'assit près de la fenêtre et regarda la voiture tempête passer à travers la vitre. Une infirmière passa. « Tu as changé ces derniers temps » dit-elle doucement. Emily lève les yeux. « Différent en quoi ?» Tu souris davantage. Tu fais une pause avant de parler. Je suppose que j'apprends à connaître ma voix, répondit-elle. Pas celle que mes parents ont façonnée. Ou celle que Rachel m'a encouragée à avoir. L'infirmière sourit. Bien. Parce que les gens méritent la vraie version. Même si c'est un peu brouillon. Le soir, Emily était allongée dans son lit, parcourant de vieilles photos qu'elle n'arrivait pas encore à supprimer. Une d'elles est Daniel à la maison du lac. Il lui souriait, d'une joie pure et impossible à simuler. Elle se souvint de ce qu'il avait dit ce soir-là. Je m'en fiche que tu aies froid. Je m'en fiche si tu me laisses te réchauffer. Et elle ne l'avait pas fait. Parce qu'au fond, elle croyait ne pas mériter cette chaleur. Des flashbacks s'immisçaient dans ses séances de thérapie. Emily, 5 ans, se cachait sous la table tandis que ses parents hurlaient à propos d'image, d'héritage, de responsabilité. Emily, 14 ans, se faisait interdire de sortir avec ce garçon parce qu'il n'était pas issu d'une famille respectable. Emily, 19 ans, voit sa mère pleurer lorsqu'elle lui annonce vouloir étudier l'art plutôt que la finance. Elle se met alors à la tâche. Elle joue son rôle. Elle a dit les lignes. Jusqu'à l'arrivée de Daniel. Et pour la première fois, quelqu'un lui a demandé qui elle était alors que personne ne regardait. Et c'était terrifiant. Au bout de 3 mois, Emily a arrêté de consulter les réseaux sociaux de Daniel. Elle savait qu'il était passé à autre chose. Elle n'avait pas besoin de le voir. Mais parfois,
quand je dormais et que la nuit était calme, elle murmurait dans le noir, « Je suis désolée. » Pas à quelqu'un en particulier. Juste à la version d'elle-même qu'elle avait enterrée et à l'homme qui avait un jour tenté de la déterrer. Un soir, après une thérapie, le docteur Price lui tendit une feuille. C'était vide. « Qu'est-ce que c'est » demanda Emily. « Une nouvelle histoire » répondit le docteur Price. « À toi. » Commence. Emily cligna des yeux. Pour de vrai, cette fois. 6 mois s'étaient écoulés. Les gros titres s'étaient estompés. Les hashtags ont disparu. Le mot, comme toujours, a évolué. Mais Emily Carter, elle, n'a pas bougé. Elle avait changé. Fini l'élégance habituelle, les chemisiers en soie et les sourires creux. Désormais, elle portait du coton doux, coiffait ses cheveux en une tresse lâche et ne souriait que lorsqu'elle le pensait vraiment. Elle marchait tranquillement à l'hôpital 3 jours par semaine, non plus bénévole, mais assistante à temps partiel au service de thérapie. Elle classait les documents, participait aux exercices de mobilité et s'asseyait aux côtés des patients les jours difficiles. Pas de caméra. Pas d'applaudissements. Juste un effort réel et constant. Ce n'était pas une expiation. C'était une question de survie. Ce mardi-là avait commencé comme tous les autres. Ciel gris, légère bruine, café dans son thermos. Emily franchit les portes coulissantes avec son presse-papier, fit un signe de tête à la réceptionniste et se dirigea vers les ascenseurs. Elle ne le remarqua que lorsque les portes s'ouvrirent. Daniel. À quelques mètres de lui, dans la salle d'attente. Et à côté de lui, Ashley. L'infirmière. Sa petite amie, maintenant, visiblement. Ashley était légèrement penchée vers lui, sa main posée délicatement sur son avant-bras. Ils allaient bien ensemble. Sans effort. Honnête. Emily retint son souffle. Pas de douleur. Juste de la reconnaissance. Daniel la remarqua une fraction de seconde plus tard. Son regard croisa le sien et s'attarda. 1000 souvenirs défilèrent à cet instant. Le fauteuil roulant. Les mensonges. La confrontation. L'amour. Elle sortit de l'ascenseur, en alerte, comme sur un fil. « Salut » dit-elle d'une voix douce mais assurée. Daniel hocha la tête. Et Ashley sourit poliment. « Salut Emily. »« Je ne savais pas que tu travaillais ici maintenant, » dit Daniel. « Je le sais » répondit-elle. « Ça a commencé il y a quelques mois. Victoire en rééducation. » Daniel hocha lentement la tête. « C'est logique. » Emily sourit faiblement. Ironique, non? Ashley émit un petit rire, pas méchant. Un silence gêné s'installa entre eux. Pas tendu, juste plein de non-dits. « Comment vas-tu » demanda finalement Daniel. Emily le regarda. Meilleur. Différent. Il la regarda, vraiment. Tu sembles plus apaisé. Je crois que oui. Ashley a vérifié son téléphone. Je vais vérifier. 1 minute pour vous deux. Daniel lui lança un regard respectueux et rassurant, et elle s'éloigna avec grâce. Les laissant seuls. Emily se tourna vers lui. Elle est bonne pour toi. C'est vrai, dit-il. Mais tu le savais déjà. Emily rigola. Ouais. Elle a toujours été plus intelligente que moi. Daniel sourit. Pas plus intelligent. Juste plus honnête. Un silence. Je le mérite, dit-elle. Et probablement plus. Je ne suis pas là pour te punir, Emily. Je sais. Mais je me suis puni un moment. La thérapie m'a aidé. Bien, a-t-il dit sincèrement. Je suis contente que tu fasses ce travail. Elle le regarda longuement. Je t'aimais vraiment. D'une certaine manière. Mais je ne savais pas comment le montrer. J'y crois, dit-il doucement. Mais l'amour sans vérité n'est pas de l'amour. C'est de la peur. Elle hocha la tête, la gorge serrée. Je crois que j'ai toujours eu peur que tu me quittes si tu connaissais la vraie moi, admit-elle. Daniel pencha la tête. Le vrai toi n'est pas le menteur qui a simulé la maladie. Le vrai toi est celui qui se tient ici maintenant, disant la vérité. Elle cligna rapidement des yeux. Merci.
Il recula, respectueux et gentil. Je devrais y aller, dit-il. Rendez-vous d'Ashley. Bien sûr. Il la regarda une dernière fois. Prends soin de toi, Emily. Je le ferai. Il se retourna et s'engagea dans le couloir, pénétrant dans la douce demeure des machines et des mamans. Emily ne le suivit pas. Elle resta là un instant, les mains dans les poches, le cœur immobile, ni brisé, ni entier. Juste immobile. Ce soir-là, elle se dirigea vers son point de vue préféré, là où la colline rejoignait l'horizon de la ville, et où le soleil brillait d'une couleur orange à l'horizon. Elle n'avait pas pris son téléphone. Elle n'avait pas besoin de musique. Elle n'avait pas besoin de compagnie. Juste le silence. Juste l'air. Elle regardait le soleil se coucher au ralenti, le sentant chauffer ses joues, l'herbe sous ses baskets. Et puis, elle s'est levée. Pas de public. Aucune illusion. Juste une femme seule au monde, en voie de guérison, non par le mensonge, ni par des stratagèmes. Mais par la vérité. À travers la douleur. À travers la croissance. Emily Carter se tenait là, regardant le soleil disparaître au-delà du passé. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle n'avait plus l'impression de fuir quoi que ce soit. Elle était prête à avancer. Si vous avez aimé cette histoire, aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires.